présenter l'épargne salariale aujourd'hui en deux temps. Tout d'abord par rapport à toute cette actualité relativement lourde aujourd'hui qui s'est mise en place en fait depuis la semaine dernière, voire la semaine d'avant, où les textes ont presque été enfin votés. Publications au JO ne sont pas sorties, mais en tout cas on va pouvoir vous donner quand même bien plus d'informations qui se précisent. Et puis on vous redonnera aussi le cadre général de l'épargne salariale. Donc allons-y. Allons-y presque. Hop. Donc le partage de la valeur, de toute façon aujourd'hui au cœur de l'actualité, on en entend parler excessivement depuis le début d'année 2023, avec un planning qui enfin arrive à l'échéance et comme on peut le voir, en fait, une première loi qui est passée, en fait, une proposition de loi en février 2023 sur l'ANI qui a mis en œuvre le dispositif de partage de la valeur au sein de l'entreprise. Et au fur et à mesure de l'année, on voit qu'il y a eu les organisations syndicales qui se sont raccrochées et qui ont enfin signé sur le 22 février 2023 l'ANI, la transposition sur le partage sur le printemps-été, l'adoption de la loi sur le mois de juin 2023 et enfin 22 novembre, donc c'est très récent, l'adoption du texte par l'Assemblée nationale. Donc on va vous donner les détails en fait de cette nouvelle loi et les 5 grandes mesures à retenir sur l'année. Donc la généralisation de la PPV, alors donc PPV, il faut le prendre par cœur, puisque ce sera dans les 3 ans ou dans les 5 ans à venir, je pense qu'on en parlera en permanence. Ça a commencé par ce qu'on appelle l'ex-prime Macron, à la sortie d'événements que l'on connaît tous, qui a commencé avec un seuil relativement bas et seuil qui s'est notablement amélioré. Donc la loi ou les informations qui sont dans les tuyaux aujourd'hui, c'est l'obligation, il faut bien lire les mots, en premier obligation, dans le deuxième pavé on marque possibilité. Il est possible que dans les années à venir, en fonction de l'évolution législative, les mots de possibilité se transforment en truc un peu obligatoire ou très fortement conseillé. Donc, obligation pour les entreprises de 11 à 42 salariés de mettre en place à partir de 2025, donc 2024, zone franche, si on peut dire. On réfléchit au sujet. Par contre, à partir de 2025, et notamment ça concerne quand même un peu les cabinets conseils que nous sommes, mettre au moins un dispositif de partage de la valeur avec trois gros axes. Participation, on reviendra un petit peu dessus. Intéressement, on reviendra aussi sur le sujet. Des abondements et des abondements qui vont dans les P2E ou dans les pairs, donc banques, collectifs et encore. Et donc le dernier sujet, la prime de partage de la valeur, qui est dans les formes de distribution de revenus ou de complément de rémunération, qui honnêtement est le sujet le plus simple à gérer. Je ne dis que c'était pas, voilà, il y a quelques précautions à prendre, mais c'est vraiment quelque chose d'excessivement facile à mettre en place, quasi de la décision du chef d'entreprise sans accord de salarié. Un client nous appelle, le dernier qui m'est arrivé, il nous appelle le 26 octobre, j'ai réfléchi, je vais le mettre en place et je veux que ça soit sur les bulletins du mois d'octobre. C'est possible. D'ailleurs, voilà, il nous donne les montants budgétaires, parce qu'on fait le calcul dans l'autre sens, ce qu'il veut à peu près par rapport aux salariés, et en 3 jours, on peut très facilement mettre en place une PPV. Donc en fait, dans ce pavé-là, par rapport à vos présentations, il s'avère que pour les entreprises de plus de 11 salariés, ça signifie qu'à partir de 2025, il va falloir bouger les lignes et faire quelque chose. Le seuil était de 50, donc rabaissé à 11 à partir de janvier 2025. Donc dans la NI, en fait, ce qui a été également voté, et en tout cas ce qui va se dessiner, c'est que cette fameuse PPV
va devenir, si vous voulez, un canal en fait, de versement dans l'épargne salariale. Aujourd'hui, lorsque la PPV est versée, vos salariés la prennent directement sur leur compte courant, classiquement, immédiatement. Donc maintenant, la PPV va pouvoir être versée dans l'épargne salariale, que ce soit sur le P2E ou le PERCO. On va revenir en fait sur le détail de ces deux dispositifs. J'avance sur le RSE, donc ça, sujet également à impact assez important. Vous en entendez tous parler et on est plus ou moins intéressés, mais en tout cas aujourd'hui un gros sujet d'actualité sur les RSE. Les dispositifs d'épargne salariale vont devoir intégrer des critères RSE avec des fonds de placement qui seront dédiés, donc que ce soit des fonds solidaires, environnementaux, etc. Donc ça, c'est prévu évidemment dans les cadres d'épargne sur les PE ou PERCO. RSE en général, alors c'est vrai qu'on en entend parler, il va y avoir quand même une montée en puissance, et notamment dans les comptes, puisque en tant que chef d'entreprise, vous arrêtez des comptes. Donc quelque part, dans une entreprise de transport, le bilan carbone, voilà, ça va être significatif, tout ce qui est traitement de déchets et autres. Et le plus important que vous ne voyez pas encore, mais qui est derrière en SAV avec les banques, c'est qu'ils auront des cotations ou des notations par rapport aux efforts faits dans les entreprises sur le sujet RSE. Et nous, dans nos comptes quelque part, ce qu'on appelle des bilans carbone et autres, que l'on sait à peine faire aussi, parce qu'aujourd'hui ça commence juste, mais ça va devenir significatif, alors on va dire dans les 5 ans à venir. Et si vous avez une moins bonne cote RSE ou un critère un peu négatif vis-à-vis de votre banquier, ben, c'est pas compliqué. Ou il ne vous finance pas, ou le taux qui est actuellement à 4, et ben, vous aurez une majoration de 1 ou 2 points. C'est à peu près comme ça que ça peut se passer. Donc on en parle et ça va rentrer dans les mœurs de façon très prégnante. On a déjà anticipé ça auprès d'Agricole, on le fait déjà avec des questionnaires RSE. Et ça va arriver de toute façon, très prochainement, donc ça fera en fait des points en plus. Donc les mesures suivantes, évidemment, meilleure prise en compte des résultats exceptionnels pour les entreprises de plus de 50 salariés, pas trop concerné, peut-être 48. Et à 50 après, il y aura effectivement d'autres obligations réglementaires. Et l'intégration de nouveaux besoins, en fait, la création des cadres de déblocage anticipé, je viendrai sur ça sur la fin du diapo, mais ils ont prévu des cas de retrait comme l'achat d'un véhicule électrique ou bien les travaux d'économie d'énergie qu'on peut être amené à faire dans sa résidence principale. Et enfin, en fait, si on doit prendre un congé pour aider un proche en difficulté. Donc ils ont aussi intégré ces critères-là dans les cas de retrait par anticipation. Donc on revient sur la PPV. Pour qui, combien, comment? Donc la PPV, les salariés exigibles, donc tous les salariés sauf les mandataires, donc les mandataires sont exclus sauf à être titulaires d'un contrat de travail. Donc là ça concerne pour l'essentiel les présidents de SAS, mais bon on peut éventuellement trouver des moyens d'ajustement. Il y a forcément des conditions de présence à la date des versements, donc là à prévoir. La prime est due en cas de départ avant le versement solde de tout compte. Là, la problématique c'est pas une problématique d'ailleurs, mais la règle de versement de la PPV, c'est que vous ne pouvez exclure aucun salarié. Ça, entre guillemets, c'est non négociable. Et forcément, ça peut être un frein lors de discussions avec le chef d'entreprise, puisque sur 10 salariés, on va dire qu'il n'y a pas de sujet sur 8 et il y en a 2 qui peuvent poser des problèmes. Et puis vous avez le cas de figure où on est ah bah oui, c'est pas le cas d'école, c'est toujours comme ça. On est en fin d'année, la zone de tir, j'allais dire d'efficacité à la fois pécuniaire et psychologique de la PPV, elle est maintenant, octobre, novembre, décembre, puisqu'on est par exemple en décembre et que la PPV, si elle est signée ou si elle est préparée maintenant, le 15 décembre, peut être versée avec les salaires du mois de décembre
et c'est forcément un plus. Sauf que vous décidez ça, vous avez un salarié, vous décidez, donc pas de souci, puis vous avez un salarié qui vous donne sa démission le lendemain, ça peut arriver. Voilà, donc le 15 janvier avec un mois de préavis, il ne sera plus là. Dès lors que la PPV a été décidée et qu'il fait partie des 10 salariés, et peut-être qu'il est dans les 8 qui auraient dû normalement avoir entre guillemets, le maximum, les 1000 ou les 1500 euros, vous avez à lui verser. Voilà. Et là, des fois, il y a des situations de blocage. Ça Donc fait là, partie du système collectif comme l'épargne salariale. Vous ne pouvez exclure personne dans ces dispositifs. Vous avez une question? Oui. Oui, Si le salarié est absent sur une longue durée, plus d'un an, est-ce qu'elle est due ou pas? oui, alors Parce qu'il fait toujours partie de la société. Mais... Alors il y a des corps, mais dans l'accord, effectivement, la plupart, les critères de calcul de la PPV, grosso modo, vous avez les rémunérations, vous pouvez classer par cadre, non cadre, et vous pouvez, voilà, les modulations, je vais répondre, hein, rémunération, niveau de classification, ça c'est un peu nouveau, présence effective ou pas, donc présence effective ou pas, si... Attention, parce que alors, si je ne me trompe pas, oui. maladie ou accident professionnel, c'est de la présence effective. C'est ça, congé maternité, congé d'adoption, congé paternité et congé parental d'éducation. Voilà, voilà. Donc, ceux-là sont présence effective ou pas? Oui. D'accord, donc c'est quoi la présence effective? C'est l'abandon de poste, quoi. Oui, par exemple, il y a un congé sans solde, quelqu'un qui prend un congé sans solde de 6 mois pour partir faire un petit voyage, il ne sera pas... Et ça arrive. Un autre critère, on peut prendre aussi, ça favorise, si on s'organise un peu, les plus hauts salaires ou les salariés plus méritants, on peut prendre aussi l'ancienneté dans l'entreprise. Donc si on cumule tous ces critères-là, grosso modo, si vous avez un objectif de distribuer 1500 euros et que vous avez 10 personnes, vous pouvez moduler entre 1500 et 700, 800. Oui. C'est souvent les... Ça ne peut pas faire 200, 1500, ça serait requalifiable, entre guillemets. Oui. Mais vous pouvez jouer 10-20% maximum. Donc la prime Macron, lorsqu'elle a été inventée, on était à 1000 euros. En 2022, donc elle est passée à 3000, et donc là ça commence à devenir quand même un petit peu significatif, sachant que je n'ai pas de statistiques, je ne sais pas si vous en avez, sur les montants moyens qui sont distribués. D'expérience, sous le contrôle de François, généralement, le principe, c'est l'équivalent d'un 13e mois. Enfin, j'étais à peu près d'accord avec moi. Un petit 1000. Ouais, c'est ça. Des volumes, c'est vrai que si on est sur des entreprises à 150 salariés, dès qu'on fait quand même des trous dans parce que 1000 par 150, ça fait 150 000 euros. Donc, il faut déjà que l'entreprise ait une assez grosse capacité bénéficiaire. Oui, un petit 13e mois ou 1000 euros. Oui. Enfin, des fois, on est un peu sur les premières. Le premier jet des 1000 euros. Le premier jet de. Le versement en 2 fois, c'est ce que je vois Alors, régulièrement. Une fois au mois de juin, juillet, avant les vacances, et puis une fois en fin d'année. Alors, un des nouveaux dispositifs, c'est qu'effectivement, vous pouvez valider le principe de la PPV et la verser en 4 fois dans l'année par trimestre. Personnellement ou d'expérience, je ne trouve pas ça. Alors déjà, il faut s'y mettre 4 fois. Donc, voilà. Et je ne trouve pas ça à la fois pratique et à la fois psychologiquement efficace. Parce que ça veut dire que le salarié s'attend tous les trimestres à avoir un complément de 500 euros. Il y a un jour, dans la mesure, c'est une décision unilatérale du chef d'entreprise, virgule, c'est pas possible. Et là, ça peut poser problème. On n'est pas dans le sujet de la prime exceptionnelle récurrente que l'on verse tous les ans à la même époque, et qui, si on va au prud'homme, est plus exceptionnel, puisque le salarié, dans le cas d'un contentieux, peut récupérer sa prime de 500 euros. La PPV en abonnement tous les trimestres, la loi le prévoit, c'est à gérer. Je préconise, moi, one shot, versement en une seule fois, fonction de la décision du chef d'entreprise, voire de la performance de... Des résultats, bien sûr. Comment? C'est des facilités de trésorerie, je pense. Aussi. La tendance actuelle est sur l'aide à la trésorerie. Oui. Alors, une autre face, là aussi,
François a l'habitude. Une autre façon enfin, pas une autre façon de gérer la PPV et où l'intéressement, qui est un autre sujet qu'on va voir, c'est que, comme j'ai dit, on est dans la zone de tir automne, novembre, décembre, où c'est c'est la bonne saison. Une des façons d'anticiper le sujet, c'est dans les entreprises d'une certaine importance, ou même dans les entreprises à 11 salariés, avec une organisation de la compta assez précise et autres, et entre guillemets une compta à jour, parce que la compta, c'est une obligation légale, mais c'est aussi un instrument de gestion, et c'est aussi un instrument de gestion du personnel ou d'anticipation. Si vous avez une anticipation du résultat ou de l'atterrissage 31 décembre, vous êtes au 30 octobre, vous êtes au 30 novembre, avec un peu d'expérience, en connaissant l'entreprise, on connaît à peu près la zone d'atterrissage. Donc si vous avez un résultat potentiel de 300 000, vous avez 10 salariés et que vous, dans votre tête, vous dites, sur les 300 000, j'ai les moyens, entre guillemets, financiers de redonner avec 10% à mes salariés, hein, voilà, en masse, de redonner 30 000 euros. Derrière, en théorie, j'ai bien dit en théorie, vous avez la trésorerie qui va avec. La trésorerie, entre guillemets, selon moi, est un non-sujet. Mais bon, peut-être que des fois, il peut y avoir La théorie est toujours sympa. Oui, voilà. Non, hop. Ah, On est. pardon. Alors, ouais. Juste, Ouais. ça peut être aussi un outil d'un peu de gestion, d'arbitrage du résultat. Je sais qu'on a quelques clôtures en cours d'année, hein, et la provision de la PPV, elle est à partir de la décision unilatérale. Donc c'est vrai que sur certaines entreprises, clôture septembre par exemple, on l'a prise en septembre et on a décidé de la distribuer à Noël, enfin au 31 décembre. Par contre, dans les comptes, elle est passée en charge sur le bilan du 30 septembre. Donc là c'est... Un petit arbitrage, enfin, oui, tout à fait. Ça peut représenter des sommes parce que du moment que la décision est prise, elle est censée être provisionnée. Alors, en théorie, je vais bien en théorie, mais on a les mêmes pratiques, bien évidemment. En théorie, il ne faut pas faire tout à fait comme ça. On verse un bout en septembre et on verse un solde en décembre. Et en fait, soyons très clairs, on arrête en ce moment des comptes du 30 septembre. La majorité d'ailleurs sont arrêtés. Vous avez un atterrissage réel à 100 000 euros et le chef d'entreprise dit effectivement on va baisser un petit peu le niveau, baisser un petit peu l'IS, parce que le fait de verser 1 000 euros à 30 salariés ou à 20 salariés, 20 000, ça se déduit du résultat. Pour le déduire du résultat, en théorie, il faut que la décision ou la décision de la PPV ou de la prime soit antérieure à la date de clôture. C'est relativement facile, dans la mesure où c'est une décision unitaire du chef d'entreprise. On date le document du vendredi 26 septembre, on le met dans un dossier et le sujet est clos. Et ça nous permet, nous, techniquement, de passer la provision. Voilà. Et c'est admis. Enfin, je veux dire officiellement. Pour le moment, ils ne demandent pas d'envoyer des UA et l'URSSAF pour la direction départementale pour l'intéressement. Contrairement à l'intéressement. Donc c'est vrai qu'on a une marge de manœuvre qui est quand même pas mal au niveau des lignes là-dessus. Et donc, lorsqu'on va arriver sur l'intéressement, les 3 000 se transforment en 6 000 euros. Ça commence à être très significatif. 6 000 euros, moi je ne l'ai jamais vu dans un dossier pour 10 ou 20 salariés. Je l'ai vu dans un cas particulier, éventuellement, avec une structure holding, où dans la structure holding, vous avez le dirigeant et madame salariée qui gère l'administratif ou autre. Donc là, si vous avez un accord d'intéressement sur la structure holding à peu près bien fait et que vous distribuez 6 000 euros, je vous ferai le total de ce qui est possible de distribuer en franchise de charges sociales. Ça commence à quand même pas être tout à fait neutre au global. Ça commence à pas être neutre. Voilà, donc fonction, effectivement, expliquer rémunération ou autre. Donc, voilà. Les nouveautés donc, sur la fiscalité de cette prime PPV. Donc, vous allez plutôt être dans ce cadre-là. Hein. Donc, ce qui est important à retenir, on est bien sur un versement obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Mais par contre, la fiscalité, elle va demeurer intacte jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, en détail, c'est-à-dire qu'elle reste exonérée, c'est le plus important, des cotisations sociales et des charges patronales. Donc, ça, c'est ce qui vous incombe. Exonérée du forfait social, de la CSG
Et pour vos salariés, pour les salariés qui ne gagnent pas plus de 3 fois le SMIC, elles restent exonérées de l'impôt sur le revenu. Donc ça, jusqu'au 31 décembre 2026. Et ça, on vous aurait présenté ça il y a un mois. On ne l'avait pas dans les tuyaux. Parce que le glissement jusqu'à 2026, c'est-à-dire 2024, 2025, 2026, ça a été décidé il y a 15 jours. Donc voilà. A priori, ça ne bougera normalement plus. Ça ne devrait pas bouger puisque voilà, ça devrait être inscrit dans le dur. Mais sous réserve, la loi peut faire le contraire dans 2 jours. Je pense que ça serait compris. Donc il n'y a aucune fiscalité en fait. Jusqu'en 31 décembre 2026, c'est exactement ça. Pas de fiscalité ni pour le dirigeant, ni pour les salariés. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, là ça change très rapidement, 1er janvier 2024, donc même si vous n'êtes pas concerné à titre d'information. Exonération fiscale et sociale du côté des entreprises, mais par contre pour les salariés, il y a un petit bémol, ça deviendra exonéré d'impôt seulement lorsqu'ils vont affecter la prime dans un dispositif d'épargne salariale. Probablement, passé 2026, il est fort probable que la fiscalité des salariés ou votre, enfin voilà, il y aura certainement aussi des changements fiscaux et sociaux. Donc là, on le voit, soumis au forfait social ou à la CSG, CRDS. Pour l'instant, ça reste opaque. On n'a pas le détail en fait de ce qui se passe en 2027. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, on conseille fortement. Il n'y a pas d'obligation. Le jour où il y aura un début d'obligation, où vous recevez une prime, alors non pas exceptionnelle, mais une PPV de 1 500 € qui doit être fléchée en épargne salariale, si elle arrive sur le bulletin de salaire, dans la minute qui suit, et elle est affectée en PPV, il n'y aura pas de fiscalité puisque le salarié ne l'encaisse pas, l'affecte à un plan d'épargne d'entreprise. Et un point quand même qui est assez important, parce que là ça reste juste en petit, c'est que cette obligation janvier 2025 reste en fait pour les entreprises dont le bénéfice net fiscal est supérieur à 1% du chiffre d'affaires. Alors ça c'est pareil, vous avez regardé sur un délai de 3 années comptables, c'est pas trop, si c'est 3, 2, 1. Ouais. On n'a pas tous les détails. Puis, quand on arrête les comptes, il y a 1% du chiffre d'affaires, c'est peanuts, et puis on ne peut pas faire coller. On arrête des comptes, on peut pas faire référence à ce seuil-là. On arrête des comptes et puis après on prend des décisions. Donc voilà. On ne peut pas tout piloter. On peut faire un certain nombre de choses intéressantes, mais on ne peut pas tout piloter. Donc comment investir sa PPV? Alors évidemment, elle peut être prise immédiatement par vos salariés sur leur compte, comme on le disait tout à l'heure, ou bien ça peut être également épargné dans le cadre de l'épargne salariale. Dans ce cas-là, lorsque les salariés versent leur prime de partage de la valeur dans le PUI ou dans le PERCO, vous, dirigeants, vous pouvez en plus mettre de l'abondement d'entreprise. Donc en fait, c'est un complément à cette prime-là qui n'est pas obligatoire. Ça reste facultatif et modulable d'une année sur l'autre à votre main. Et donc là, la fiscalité tombe à l'identique de l'intéressement, comme on le verra tout à l'heure. Si vous avez l'épargne salariale en place, que vous versez la prime de partage de la valeur, par choix, en fait, la prime est payée indirectement par défaut sur leur compte. Alors, pragmatisme, les dispositifs devront être mis à jour dans un délai raisonnable. Oui, en fait, il faut aussi le mettre à jour, ce dispositif, parce qu'en fait, il vit selon la vie de l'entreprise. Si vous avez du mouvement de personnel, évidemment, il faut également mettre à jour la liste de vos salariés dans le cadre du PUI ou du PERCO. À ce jour, lorsque les entreprises doivent faire une PPV lorsqu'ils veulent, si vous avez un peu compris, lorsqu'ils ont un contrat d'intéressement qu'on va revoir après, la plupart du temps, lorsque l'on met en place un contrat d'intéressement légal, donc avec tout le dispositif qui va avec, la plupart du temps, la banque qui est informée de la mise en place du contrat d'intéressement ouvre des plans, des dispositifs à disposition des salariés. Dans le cadre puisque là les salariés sont informés et signent le contrat d'intéressement, ils sont informés de la mise en place, et après forcément lorsqu'il y a déclenchement du paiement et autres, ils ont une nouvelle information
autres, mais ils choisissent ou le versement ou pas. À ce jour, c'est totalement libre. Donc là, le délai de réponse, grosso modo, quand on arrête des comptes 3 mois, on calcule les intéressements sont versés sur 4 mois après la clôture. Donc les salariés sont informés, et là ils ont souvent une quinzaine de jours pour dire je prends ma prime d'intéressement de 1 200 €, je la mets sur mon bulletin, ou je la transfère à hauteur de 1 200 €, ou partiellement dans un... Ça peut être dispatché. Ça peut être dispatché. Donc les fameux dispositifs, en tout cas les accords qui peuvent être mis en place, donc on en a parlé un petit peu, facultatif, un accord d'intéressement. Donc là on est vraiment dans le, j'ai envie de vous dire, dans le jeu gagnant-gagnant. Vous allez associer vos salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise avec une formule de calcul que vous allez définir. Vous êtes vraiment maître de l'accord d'intéressement. Vous allez choisir des critères de déclenchement, une assiette à distribuer et un mode de distribution. Donc aujourd'hui, vous êtes particulièrement dans ce cadre-là de l'intéressement. La participation reste obligatoire sur toutes les entreprises de plus de 50 salariés et quant à elle, elle est très réglementée. La formule de calcul est fixe. Je dirais que là, le dirigeant perd un peu la maîtrise de la participation à verser. Et soyons très clairs, c'est très peu pratiqué. Voilà. Dans le cadre des moins de 50 salariés, on ne le voit pas. On voit pas, vous voyez rarement aussi. Un petit peu. Oui, Mais oui. on revient un peu aux histoires de holding. Où C'est ça. Voilà, ou dans un il a cadre vraiment la familial. main sur, Oui. sur le tout Oui. et on multiplie Les optimisations. les optimisations. Exactement. Qui reste d'ailleurs une bonne idée lorsqu'on est dans ce cadre-là. Et puis l'abondement, donc là on va dire que ça reste aussi un principe relativement simple pour aller gratifier ses salariés dans le cadre du dispositif d'épargne salariale. Le principe, on le reverra tout à l'heure, le salarié fait un effort d'épargne dans l'épargne salariale et vous, dirigeant entreprise, vous faites un complément de versement qui opère en fait le versement. L'entreprise est totalement exonérée des charges sociales, etc. On reviendra sur cela. Dans le cadre de l'accord, il est révisable ou il ne peut pas changer sur la période de 5 ans? C'est ça. En fait, vous choisissez la durée. Déjà, de 1 an à 5 ans, ça peut être par tacite reconduction, mais vous pouvez également faire des avenants et modifier votre accord d'intéressement par DUE. On est bien d'accord. DUE, Vous avez moins de 11 salariés. Et par contre, il faut l'accord des salariés. Donc, il faut l'accord des salariés, c'est un peu compliqué de régresser. Voilà, l'idée c'est d'améliorer le sujet. C'est un peu compliqué de baisser les seuils. C'est rarement modifié. J'ai une question. Avec accord des salariés, si la mise en place a été faite par décision unilatérale seule du dirigeant, est-ce que les modulations, les modifications peuvent se faire par DUE ou est-ce qu'il faudra quand même demander l'accord des salariés? Il faut l'accord des salariés. D'accord. L'accord d'intéressement ne peut pas être mis en place juste avec une DUE? Si. Sans l'accord des salariés? Bah si, en moins de 11. Je sais que je le fais signer. Je le fais signer. Il y a une solution qui existe, je sais pas, qui pourrait exister. On fait un accord d'intéressement sur une année et on refait un nouvel accord d'intéressement sur une année. Et ça oblige à faire une déclaration auprès de la directe tous les ans. Mais au moins, sauf que je crois qu'avant 2002, l'accord d'intéressement qui a été déposé, puisque maintenant on les dépose en ligne, il était valable pour 3 ans. Maintenant, il est déposé pour 5 ans. Mais si vous voulez l'arrêter, il faut faire une déclaration à la directe. Ça va être direct. Alors l'intéressement, c'est un sujet quand même un peu particulier et quand même un peu engageant, puisque lorsque l'on met en place ces choses-là, on ne le fait pas entre guillemets sur un coup de dé, puisque ça bloque pas, mais ça quand même engage potentiellement l'entreprise sur 5 ans. Donc pour réaliser ça, en fait, on regarde l'historique de l'entreprise sur 5 ans, sur au moins les 4 dernières années sur sa performance. On essaie d'anticiper le résultat ou ce qui peut se passer dans les 3 ans à venir, sachant que c'est quand même pas si simple. Et grosso modo, on a des critères de calcul ou des critères
des critères de calcul qui sont basés pour l'essentiel, alors avec une dose de RSE maintenant, mais pour l'essentiel sur ce qu'on appelle les SIG, donc solde intermédiaire de gestion. Le solde intermédiaire de gestion, c'est simple, c'est la résultante de votre compta, chiffre d'affaires, marge, structure de frais généraux, masse salariale, parce que forcément elle est significative, on arrive à un résultat d'exploitation, on arrive à un résultat financier, et fonction de la situation de l'entreprise à un instant T de sa vie, il faut prendre en compte en termes d'estimation les résultats prévisionnels possibles, la politique d'investissement et la politique de financement de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a un résultat certes qui peut être significatif, imaginons qu'il soit de 100 000, mais avec ces 100 000 euros, si vous avez un endettement très significatif et que vous avez besoin de ce qu'on appelle une capacité d'autofinancement tous les ans de 70 ou 80 000 euros, ben, 100 000, alors plus les amortissements, moins la CAF, vous n'avez pas réellement 100 000 de disponibles pour vos salariés, vous avez 100 000, moins les remboursements actuels, mais surtout les investissements futurs que vous avez opérés, pour pouvoir avoir de la marge de manœuvre. Donc si vous avez 100 000 et un endettement relativement faible, on fait un calcul dans lequel vous disposez, allez, grosso modo, pendant 3 ans de 80 000 euros, et sur ces 80 000 euros, les règles de calcul par rapport à la performance de l'entreprise, grosso modo, c'est 10% du résultat d'exploitation, et la plupart du temps, on met éventuellement un étagement, c'est-à-dire dès lors que le résultat dépasse 40 000 euros et de 40 à 45, on a tel pourcentage. Et puis par mesure de prudence aussi, on va au bout de la logique. On a dans le dossier à l'instant T une vingtaine de salariés. On pense qu'on va avoir une croissance qui peut passer à 25 salariés. Si l'objectif, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait faire, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe, on a 25 salariés potentiels avec un objectif de distribuer 1 000 euros, pour faire simple, ben, ça veut dire qu'on a un intéressement possible de 25 000 euros, et dans le contrat d'intéressement, en fait, on donne une formule de calcul qui est non pas aléatoire, mais qui par définition n'est calculée qu'au dernier moment, parce qu'il faut le compte de résultat réel, et on met dans le contrat un plafond à 25 000 euros. C'est-à-dire que si les formules de calcul vous donnent un intéressement, parce que vous faites une année exceptionnelle en termes de performance, et que vous avez à verser 35 000 euros avec la formule de calcul, plafond 25 000. Donc ça, c'est une formule de protection. Vous gardez vraiment la maîtrise en fait de ce que Et après, quand on regarde un petit peu les outils, on a, il y a un ou deux articles du droit du travail qui permet d'aller au-delà. C'est-à-dire que sur décision du chef d'entreprise, le plafond de 25 peut se transformer en 35. Ça, c'est admis par l'URSSAF. Mais c'est un tout petit alinéa dont on ne parle pas aux salariés. Grosso modo. Mais donc le contrat d'intéressement, c'est quand même un sujet sérieux parce que c'est quand même engageant sur 5 ans. Et donc voilà, il ne faut pas le faire sur un coup de tête. Il faut bien regarder si l'entreprise a une perspective sérieuse de rentabilité à 100 ou 100 000 euros de résultat sur les 3 ans à venir. Lorsque le résultat est trop juste, quand on est à 25 ou 30 000 euros de résultat, on ne fait pas. Je pense à un autre un dossier où on a un assez gros résultat, mais qui est dans une activité de niche, avec 2 salariés. Je disais au chef d'entreprise, je ne vous propose pas un contrat d'intéressement, parce que pour 2 salariés, c'est pas rentable, mais l'autre. Et puis on a une autre problématique, c'est que cette entreprise va être en cession. Et lorsque vous êtes en phase de cession, c'est des sujets qui peuvent être un peu bloquants pour le repreneur, puisque le repreneur, s'il rachète des parts sociales, reprend l'engagement d'intéressement. Donc effectivement, le contrat d'intéressement, la somme par définition est pas fixe à la fin de l'année. Le classique qui nous est tous arrivé, moi j'ai eu beaucoup d'entreprises de bâtiment, 31 décembre, historiquement résultat minimum 100-120 000 euros, et puis une année un peu merdique, problème de personnel, chantier
assez différent techniquement, moins rentable. Le résultat de 120 000, il est passé, alors je crois qu'il y a même une année où il y a une perte, il est passé à 20 000 euros. L'année où il est passé à 20 000 euros, intéressement zéro. Il faut aussi l'expliquer aux collaborateurs. Et un des inconvénients, aussi, enfin un des inconvénients, et là ça peut être bloquant pour les chefs d'entreprise, c'est que le contrat d'intéressement, les formules de calcul sur les SIG et compagnie, il faut expliquer que le calcul fait 24 500. Dans les documents, même si dans les faits on ne le fait pas, il y a un suivi du contrat d'intéressement et les salariés peuvent accéder au, non pas à la compta, mais au résultat de l'entreprise. Voilà, donc vous pouvez avoir à expliquer à vos salariés, à présenter votre solde annuaire de gestion. Alors vous n'allez pas forcément dans le détail, notamment des rémunérations et autres, mais voilà la performance de l'entreprise de l'année, et voilà pourquoi vous avez 25 000 euros d'intéressement divisé par 10 personnes. Et ça peut être bloquant pour un certain nombre de chefs d'entreprise. Voilà, faut le savoir. Il y a de la transparence obligatoire. Alors, c'est écrit en petit dans la fin de l'accord d'intéressement. Dans les faits, les salariés, je n'ai jamais vu qu'on convoquait le chef d'entreprise pour avoir les SIG. Mais c'est prévu comme ça. Donc, il faut quand même le savoir. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Après, ça reste quand même un outil, justement, qui doit être transparent aussi pour eux, parce que lorsque vous mettez en place un accord d'intéressement, vous venez les engager. Ils doivent sentir cet aspect de motivation. C'est une forte incitation pour eux à aller chercher en fait ces critères de déclenchement qui peuvent être économiques. Si le chiffre d'affaires dépasse les 30%, si le résultat de l'entreprise est bon, s'il y a une économie sur le nombre de kilomètres faits pour les commerciaux, je ne sais pas, en fait, vous pouvez intégrer des critères aussi propres à votre entreprise, à votre activité, qui doivent aller objectiver vos salariés. Donc, c'est quand même un outil que vous mettez aussi en place pour améliorer le résultat en leur expliquant bien qu'évidemment, si ces critères sont réunis, alors c'est moche à dire, mais c'est la carotte en fait, hein, la prime d'intéressement est versée. Donc, c'est aussi un outil de motivation qui reste assez simple finalement à mettre en place et à votre main. J'ai une question. Si c'est possible en effet d'envisager de mettre des objectifs liés à cet intéressement, c'est des objectifs qui sont personnalisés en fait? Ou c'est des objectifs de l'entreprise? On reste sur du collectif. Oui, c'est ça. Parce que vous parlez de commerciaux qui font un kilomètre, etc. Si c'est que des commerciaux dans votre activité. C'est ça, voilà. C'est rarement que des salariés qui font qu'une activité. Ouais, c'est ça. Vous ne pouvez pas dire c'est seulement si mon salarié boulanger fait 150 baguettes à la journée et puis celui qui fait la pâtisserie fait 20 choux. C'est pas possible. Ça marche pas. Bon. C'est quand même. Ce dont vous avez parlez créé là, l'ascension sociale. c'est Donc c'est pas le contrat individuel ou l'avenant individuel à un contrat de travail avec un objectif de performance et autres. Et là, vous transformez en salaire. Une des choses que, alors c'est pas intéressant, mais la PPV, et là aussi, je sais qu'on ne l'écrit pas assez, enfin je sais qu'on l'écrit pas assez, mais bon, à mesure où on fait les bulletins, normalement c'est à peu près ce qu'il y a sur les bulletins de salaire des salariés. La PPV ne peut pas se substituer à des primes antérieures existantes. C'est-à-dire que dans les 4 dernières années, vous distribuez, je dis n'importe quoi, 500 € assez régulièrement au mois de juin, 800 € au mois de septembre sous forme de primes exceptionnelles. 2 primes exceptionnelles à suivre sur l'année, entre guillemets, elle est on va dire, juridiquement acquise aux salariés. Donc c'est 500 et c'est 700. L'URSSAF, quand elle viendra 2 ans après, elle regardera si ces primes existent. Donc substitution, faire bretonne. Après, quand c'est des petits montants, on arrive... Progressivement non. Après, moi, je l'écris. Si c'est réellement flagrant sur les bulletins, donc avec des montants significatifs, je préviens le chef d'entreprise. Après, moi, je reçois une feuille de pointage, il a supprimé la prime exceptionnelle, ça sera son problème. Même s'il y a un accord avec les salariés, dans ces cas-là, si par exemple il y a une discussion avec les salariés, on supprime les primes exceptionnelles pour créer une prime d'intéressement ou quoi que ce soit. Non.
Non. Non, C'est c'est jamais faut que écrit. ce soit cumulable. Non, C'est là, non, il est signé. Je pense que la prime d'intéressement peut être largement supérieure aux primes exceptionnelles, quoi. Le problème, c'est que c'est les avantages sociaux et fiscaux que vous bénéficiez. D'accord. Ouais. Quand vous Non, détournez ok. de l'impôt Et là, alors, D'accord. là, même si intellectuellement c'est possible, mais on s'est bien compris. Donc si le salarié renonce à ses primes exceptionnelles et le chef d'entreprise, enfin on fait un protocole d'accord, écrit la prime exceptionnelle en commun accord est supprimée, machin, il y a maintenant un contrat d'intéressement dans telle et telle condition, ça fonctionne bien pendant 2 ans, puis la 3e année, ça plante, parce que le contrat d'intéressement ne se déclenche pas. Salarié, moi, qui est mauvaise foi ou qui a donné sa démission 4 jours après, la prime exceptionnelle de 1800 € un et l'autre. Et puis là, il sort le document, parce que obligé du soignant, en contentieux ou à son avocat, là, tout faux. Alors, quand je dis tout faux, c'est chef d'entreprise, là, pas bon du tout. Donc non, ça, c'est pas possible. Faut que ce soit cumulable. Hein? Faut que ce soit cumulable. Voilà, c'est ça. Il faut que ça soit plus clair. Les primes- Non, mais c'est important. Donc la prime exceptionnelle, en fait, c'est les taux exceptionnels, quoi. Faut qu'on Ouais, la mette en non, place, mais- c'est- non, c'est- mais- Là, il faut C'est que plus ce soit, exceptionnel, en fait, quoi. Ah non, tous les faut ans, qu'elle- le même montant, ça, c'est plus de la prime exceptionnelle. C'est Alors, quoi une on prime peut changer. exceptionnelle? Alors ça correspond à quoi une prime exceptionnelle alors? Une prime exceptionnelle. Déjà, si c'est récurrent C'est une. au bout de la première fois, c'est Bah, Non, jamais pas la exceptionnel. première fois, mais si depuis 3 ans c'est toujours le Oui. même montant sur le même Mais mois, il y a un c'est laps plus de de temps. l'exceptionnel. Comment Vous dites 3 ans, mais Est-ce que si elle a été versée qu'une année, voilà. Oui, Oui, là, c'est oui, la oui, prime et si d'accord. elle est- après, est-ce que c'est à partir de 2 années Oui, c'est quoi, Oui. c'est une année, c'est récurrent. Bah, C'est c'est ça, soit prime récurrent, récurrente, du même c'est montant. C'est quoi tous les récurrent? mois. C'est Bah, récurrent, c'est au bout 2 de- fois. Au bout de la 2e, oui. 2 fois. Oui, 2 Faut fois. pas faire, faut faire une prise exceptionnelle tous les 2 ans, quoi. Oui, oui. Oui, quand même. Ou alors, faut la faire en hein. février. On change le libellé, au lieu de la mettre au mois de juin, on la met au Faut mois de changer les septembre. mois, faut changer les montants, faut changer. Il faut être vraiment très imaginatif. Et en fait, ça ne Faut pose trouver un nom. aucun problème dès lors que vous avez des salariés qui jouent le jeu et que vous n'avez pas de contentieux. Ouais. Dès lors que vous avez un contentieux, Ah non. Ouais, on a du faux. bah, c'est compliqué. Bon, en fait, si vous avez un contentieux de cette nature-là, vous pouvez consulter tout ce que vous voulez, les avocats ou autres. Si l'enjeu des 2 primes, c'est 1200 €, en plus maintenant, la plupart du temps, les sorties se font assez peu en démission ou licenciement, et là, il faut être un peu motivé pour licencier. Mais lorsque vous êtes en transaction, c'est simple, hein, la transaction, vous avez l'annuité légale qui représente 1350 €, et puis bah, le salarié négocie les 1200 € de plus, et vous versez en transaction 2550 €, ça passe à la directe, vous avez un montant qui est supérieur à l'indemnité légale de base, sujet clos 45 jours. Voilà. C'est comme ça que ça se termine. Mais oui, c'est assez rare, mais c'est la mauvaise foi de ça. Autre question, alors, si moi j'ai un de mes salariés, j'ai un avenant en contrat de travail qui dit qu'il y a une prime trimestrielle de temps en fonction d'atteinte Oui. de critères Oui, objectifs oui, communs. oui. Donc ça, et chaque année, je leur fais re-signer un nouvel avenant en prime. Est-ce que ça, après, ça peut être considéré comme récurrent malgré tout? Et parce que oui, je voyais bien l'idée de, par exemple, de dire, plutôt que verser 4 primes trimestrielles, j'en verse plus que 2 ou 3 trimestres, et le 4e, je fais Pas bon. un intéressement. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Vous avez votre salarié, vous avez fait des avenants 2 ou 3 ans de suite avec objectif trimestriel autre. Ouais. C'est le sujet. C'est acquis et la PPV sera en plus. Même si on dit que à chaque fois dans l'avenant, c'est exceptionnel, c'est pour cette année, c'est que du 1er au 31 décembre. C'est pas exceptionnel, vous signez un avenant 3 ans de suite. C'est très bien. Alors, ça, J'en suis pas à 3, j'en suis à 2. Oui, deux, c'est bon, vous êtes entre guillemets engagé. Ah oui, non, mais c'est le principe même de j'arrête de donner une prime avec cotisation sociale, hein, puisque nos amis de l'URSSAF, il y a 30% dans le jeu quand même, hein, parce que tous ces dispositifs-là sans charge sociale, forcément c'est le des... nerf de la guerre, en fait, c'est lorsque vous mettez en place, Oui. que ce soit de l'intéressement ou de l'abondement, en tout cas ce genre de système-là, ou la PPV, c'est qu'il y a suppression du forfait social. Et c'est ça qu'ils cherchent l'État, en fait. Bah, alors, Bah, ça, c'est pas en fait, exclusivement il pour ça, donne- non. C'est pas pour le salarié. Il ouvre. Bah, si, quand même. Si. Il ouvre pour le salarié, c'est un Oui, avantage. bien sûr. Mais d'un côté, ils veulent contrôler. Alors là aussi, sous couvert de François, on fait tous dans nos cabinets vraiment beaucoup de bulletins de salaire, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour arriver en autonomie et faire des bulletins de salaire, voire impossible. On a forcément des entreprises avec des effectifs assez différents, et on a forcément des contrôles URSSAF qui sont plus nombreux
alors pas très nombreux non plus, mais plus nombreux que les contrôles fiscaux. Donc un contrôle URSSAF, vous pouvez en avoir 50 dans l'année, c'est pas un sujet. Ils regardent systématiquement ces sujets-là, mais dès lors que sur la prime PPV, le document d'IUE fait, j'ai un exemple là, mais l'accord PPV, c'est 2 pages, hein, c'est relativement. Dès lors qu'il est fait, il est disponible dans l'entreprise. Dès lors que l'accord d'intéressement, qui vit depuis 2 ou 3 ans et a été déposé et appliqué au centime près, dès lors que vous glissez pas sur les cadeaux de fin d'année et autres, puisque l'URSSAF, en théorie, contrôle les bulletins de salaire, mais techniquement les bulletins de salaire sont conformes, on n'a plus normalement d'écart sur les cotisations ou autres. Le seul sujet qu'ils regardent, c'est tous les périphériques des bulletins de salaire. Donc ces sujets-là, les chèques cadeaux, les avantages de fin d'année et compagnie. Dès lors que c'est déposé dans les délais, c'est bien fait, en termes de redressement ou autre sur ces sujets-là, c'est zéro. C'est zéro. Voilà. Par contre, effectivement, s'ils refont un historique vote de dossier, pendant 2 ans, vous avez versé 400, 500 euros par trimestre. On est en 2024, vous versez plus rien, et à la fin de l'année, vous avez une PPV de 1 500 euros qui correspond par hasard aux 4, grosso modo, hein, aux 4. Là, ils remettent en cause. Et si j'ai des critères différents entre le premier accord et le deuxième accord. Tu leur as enlevé 30% et ils ne sont pas d'accord. Ah oui, Bon, ça c'est ce qu'on vient de dire, hein. C'est le nerf de la guerre, la suppression du forfait social. Et en chiffres, un petit exemple que j'aime bien quand même, la prime classique que vous versez, voilà, la fiscalité avec les charges patronales et puis les charges salariales, CSG, etc. En gros, pour 1 000 euros versés, elle vous coûte 1 400 et votre salarié, lui, perçoit les 650 euros, grosso modo. Dans le cadre de l'abondement ou de l'intéressement, vous avez l'économie du forfait social, des charges salariales, etc. alors C'est pour le fun, en direct live, parce que c'est demande d'hier après-midi par SMS d'un client, puis je l'ai appelé à 18h, parce que j'ai pas eu le temps avant, il me dit prime de fin d'année et autres. Prime de fin d'année, c'est un dossier qui est à vendre et autres. Donc je lui dis qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pensé dirigeant, et puis donc je l'appelle. Il dit non, c'est pour mes salariés, il y en a 2. Et donc ce dossier, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pour ça ça fonctionne assez peu l'abondement. Tous les ans, au mois d'octobre, ou non, au mois de novembre, il donne à ses salariés une prime brute, là 1420, de 125 euros. Ces 125 euros se transforment en delta sur leur bulletin de salaire pour 100 euros net, c'est un classique. Et les 100 euros net, virgule, ils demandent à ce que les salariés le transfèrent dans un P2E. C'est marginal, mais c'est comme ça. C'est son truc à lui. Et dans le cas du transfert au P2E, il a un abondement, alors c'est simple, 1 pour 3, il verse dans les minutes qui suivent 300 euros. Donc en termes de rendement pour les salariés, il n'y a pas mieux, mais sauf que 100 plus 300, ça fait 400. C'est une somme assez ridicule. Et puis simultanément, il me dit j'ai loupé le faire au mois de novembre, donc mes salariés très gentiment m'ont fait le virement de 100 euros, donc ils vont avoir leur abondement. Mais il me dit comment je régularise le truc? C'est relativement simple. Hein. Vous allez, comme l'an dernier, il avait fait une PPV avec un 1 500 euros, parce que voilà, fait 1 500 euros chèque cadeau ou autre. Je dis là, vous prenez vos 1 500, vous allez upgrader de 100 euros puisque vous n'allez pas avoir de charge sociale, et vous leur faites 2 PPV 1 600 euros. Ils sont à temps plein ETP, il va leur donner la même somme. Et nos amis de l'URSSAF, ils ont perdu les 25 euros. Mais là, du coup, il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire qu'on peut donner une prime sur salaire de 100, puis on peut donner un abondement de 100. Si, il y a des plafonds. Ah, qui sont? Vous allez voir. C'est une excellente question, on y arrive. Donc les fameux plans, il y en a beaucoup comme ça, mais c'est relativement simple. Lorsque vous mettez en place l'épargne salariale dans la structure, en fait, vous ouvrez 2 dispositifs. Le salarié, lui, il est libre de verser, de ne pas verser. Chacun fait ce qu'il veut. Ça rentre après dans du versement individuel. Donc le premier plan, le PEI, lui, il a une durée d'engagement de versement d'épargne de 5 ans seulement. Alors que le PERCOL, c'est un plan retraite. Retraite, hein, la sortie est possible lorsqu'on fait valoir ses droits à la retraite.
On peut verser sur l'un, l'autre, les deux, chacun vraiment dispatche son épargne comme il le souhaite. Sur ce pavé-là, ces deux lignes, ce sont les modes d'alimentation de l'épargne salariale. Donc, comme on l'a vu, participation et intéressement, ou versement volontaire du salarié, comme dans le cas de tout à l'heure, ou bien maintenant, donc prime partage de la valeur, ça va être en place chez nous en février-mars. Les contrats sont en train d'être revus. Exactement la même chose sur le PERCOL, sauf qu'on peut également transférer ces jours de CET dans un plan retraite. Donc les salariés qui ont à disposition un compte épargne-temps sur des heures sup ou des jours de congé non pris peuvent également le monétiser sur le PERCOL. Donc les deux dispositifs peuvent être abondés. Vous pouvez avoir une prime d'intéressement ou un versement volontaire qui vient engager un abondement éventuel de l'entreprise. Oui, il y a un maximum sur l'abondement, il est différent sur le PEI ou sur le PERCOL. Cet abondement-là, il faut savoir que c'est collectif. Vous ne pouvez pas mettre un abondement, par exemple, à x2 pour Pierre, x3 pour Jacques et 0 pour Thomas. Impossible. Lorsque vous le décidez, annuellement, il est fixe et collectif. Le plafond de l'abondement, c'est alors 8% du PAS. Je pense que personne ne sait ce que c'est que 8% du PAS. Mais grosso modo, on va être à 3 200 €. Je ne vous donne pas le montant exact, ça ne sert à rien. Et l'abondement, c'est un coefficient multiplicateur que vous choisissez de 0 à 300%. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si vous voulez mettre votre abondement au plafond du 8% du PAS, le versement volontaire ou la prime d'intéressement ou la PPV, c'est 1 100 € pour débloquer les 3 300 d'abondement. Et là, on optimise le PEI. Pour le PERCOL, c'est un peu différent, c'est le double. Donc en fait, l'abondement éventuel 16% du PAS, on est grosso modo à 7 000 et quelques, 2003 à 7 000 €. D'accord? C'est sur cet abondement où vous avez à nouveau l'exonération du forfait social. Donc dans le cadre familial d'une structure, monsieur, madame, le fils, la belle-fille, etc., on met en place un accord d'intéressement, par exemple. On verse une prime de partage de la valeur, par exemple, et les deux sont abondés. Évidemment, le plafond, c'est pas cumulé. C'est un plafond commun pour tous les modes d'alimentation de vos épargnes salariales. Alors, structure familiale, Par exemple. effectivement, madame, 2 enfants et autres, mais par contre, vous avez 3 salariés, 3 vrais autres salariés, ils en bénéficient aussi. Attention, on reste vraiment sur l'équité. Oui. Une question? Oui. Pour être sûr de bien avoir compris avec votre exemple que vous avez dit tout à l'heure, d'un chef d'entreprise qui avait 2 salariés, si je comprends bien, cette entreprise avait un PEI, c'est ça? Et cette entreprise a versé une prime de 100 € sur salaire, donc qui sera peut-être récurrente d'une année sur l'autre. Voilà. Et du fait qu'elle ait ce PEI, ça lui a permis d'abonder 300 € supplémentaires, qui est par contre sans charge sociale. C'est ça, exactement. Donc c'est récurrent, mais ça coûte moins cher parce qu'on passe par l'abondement. J'ai compris, c'est ça? Okay. C'est de la rémunération. Honnêtement, Optimisé, quoi. c'est assez peu, parce que personne ne connaît, enfin si, connaît, mais c'est honnêtement assez peu pratiqué. T'en as beaucoup, non. Pas tant que ça. Oui, c'est ça. Ça se fait un petit peu. Mais ça évite de pas. On n'est pas obligé pour faire ça. Enfin, le pays, je sais pas comment on le met en place, mais ça permet de pas forcément mettre de l'intéressement et de la participation si on n'a pas les moyens de le faire, quoi. Vous pouvez très bien rester sur versement volontaire Ou du la prime salarié. volontaire de la valeur. En tout cas, du salarié, c'est une erreur de langage. À la limite, au vous pire, dirigeant, hors tout vous êtes dispositif, bénéficiaire. le salarié sur son bulletin de salaire C'est pas que le a salarié. l'équivalent d'un 13e mois, donc mois double. Donc il a 3 000 ou 3 200 €. Il prend sur 3 200 €, 1 000 € qu'il met volontairement ou spontanément en dehors de tout ça. S'il y a un abondement effectivement de 3, Vous mettez 3 000. ça fonctionne. Okay. Et donc juste- salarié ou vous, dirigeant TNS. Oui. Comme nous, dirigeants, c'est-à-dire? Ben, vous, en cas de dirigeant, parce qu'à chaque fois on dit le salarié verse. Oui. Mais non, c'est pas que le salarié. Vous êtes également bénéficiaire de dispositifs d'épargne Du même salariale. accord. Du même accord, Il du peut pas- même abondement, des mêmes règles de Oui, même paiement. règle. Il ne peut pas y avoir 2 accords TNS et salariés. Non. Non, je sais pas, je me sais pas où. Vous désavantager un peu. C'est ça. Il y a une problématique qu'il faut évoquer, c'est quand le salarié il décide de mettre 1 000 € parce que lui il a de l'argent, il a touché un héritage de sa grand-mère ou il a vendu sa voiture. Il peut très bien dire ben moi je mets 1 000 € sur mon PEI ou mon PE
Et dans ce cas-là, l'entreprise est obligée d'abonder de x3. Alors, au Crédit Agricole, pour avoir échangé un petit peu, quand il y a quelque chose comme ça, ils appellent l'entreprise en disant est-ce qu'on laisse à 300% ou non. Ouais. En fait, on fait pas. Enfin, ça me donne- on ne souhaite Comment ça pas peut changer comme ça ce genre de mauvaise surprise. Pour pas avoir de mauvaise surprise, voilà. Le salarié de lui-même, chez nous, ne peut pas faire son versement sans prévenir le dirigeant qui nous valide l'opération. Ça serait trop dangereux si on mettait 300%. Oui. Alors, par contre, le 300%, je le mets aussi entre guillemets. On peut le limiter. Vous pouvez très bien dire j'accorde un abondement de 300% que je limite à 600 €. Et 200. auquel cas, il met que 200. Il met 200. Vous mettez bien vos 600, mais vous ne mettrez pas 3000 s'il décide de mettre 1000. Et il peut mettre 1000, il n'aura que. Ça Si, va je crois faire que des c'est 600. Par contre, ça va vous bloquer Ça bloque aussi tout le monde. Ça Ah, va bah, bloquer ça bloque pour- Ouais, ça va bloquer pour le Ça dirigeant. bloque pour les 4 de la famille. Et voilà. Ah non, mais. Alors, dans certaines entreprises, on le dit aux salariés, on dit si vous mettez trop, on arrête de le faire. C'est ça. Alors on le dit, on l'écrit pas. On peut l'arrêter ça. On peut l'arrêter ça. Comment? Oui. Après, il y en a qui en parlent pas. Le modifier, le supprimer, le remettre en place. chaque année, et puis il n'y a que les dirigeants qui Cet argent, il va où? Alors, j'en viens. Juste une chose aussi, c'est que l'abondement ici peut être différent de l'abondement du PERCOL. Ouais. Si vous avez des salariés qui de toute façon disent moi ça ne m'intéresse pas, j'ai 25 ans, le plan retraite ça ne Ah m'intéresse oui, pas. c'est ce que j'ai moi. Vous mettez un abondement limité pour le salarié et puis vous pouvez mettre un abondement un petit peu plus élevé pour les autres personnes qui veulent bénéficier du plan retraite par exemple. Donc une fois que c'est en place, que les versements sont faits, l'épargne en fait elle ne va pas être placée comme sur un livret avec du fonds euro, avec un rendement prédéfini, etc. Ça va être positionné sur des fonds communs de placement, donc des FCPE en fait, on va se positionner sur les marchés financiers. Alors, avec toute mesure, Version sécure. voilà, mesure gardée. En fait, on a un catalogue de FCPE avec une échelle de risque de 1 à 7 et chaque bénéficiaire épargnant choisit son placement. On a des salariés qui se lèvent la nuit pour regarder la cotation du Nasdaq. Ok, allez-y messieurs, faites ou mesdames, faites du 6 sur 6, amusez-vous, il n'y a pas de sujet. Ça sort complètement de votre giron de dirigeant. Chacun est libre. Vous restez sur un compte épargne en 1 sur 7 qui aujourd'hui rapporte entre 2,8 et 3,5. C'est très bien. L'avantage, en fait, le dispositif, il n'est pas mis en place pour le rendement, il est mis en place pour le lien sur la fiscalité et les charges sociales. D'accord ? Et ça, c'est cadré sur l'accord, comme quoi la responsabilité du fonds de placement est propre. C'est pas sur un accord d'intéressement, je dirais en fait, c'est le principe de l'épargne salariale. C'est ouvert à partir du moment où l'épargne est faite, c'est de l'épargne individuelle propre. D'accord, Perso. donc ça sort de. D'ailleurs, vous n'avez plus du tout la. de responsabilité. Vous n'avez plus du tout le visuel en fait. On du a, compte on a salarié. toujours l'inquiétude où le salarié, parce que le salarié il n'est pas chef d'entreprise, il ne sait pas comment ça fonctionne, de dire mais cet argent il est sur votre compte, il est sur le compte bancaire d'entreprise, donc si l'entreprise fait faillite, c'est oui, non, vous avez un compte individuel À son nom. et c'est vous qui maîtrisez le sujet. Hmm. Ouais, c'est pas si simple que ça. Oui, non, mais c'est On vous est êtes là dans le aussi cadre pour où vous il peut y avoir accompagner en des échanges réunion entre eux, où salariée il y en a un si qui vous dit avez oh là là, besoin. j'ai Ah fait oui. ça, là, Ah là, oui. et puis bon, à la fin, il se ruine. Ah non, mais ça. Oui, il peut faire ce qu'il peut. Il veut nous faire rentrer sur la pénalité d'avoir quelque chose, il peut partir en vrille et ils pourront tous s'amuser à. Après, Ouais. c'est des Ouais. fonds, c'est pas des actions pures sur lesquelles. Enfin, il peut y avoir après. Il y a des Ça peut risques chuter, limités. ça peut chuter. Ça peut chuter. Le Mais, risque existe, mais limité. 1 à 7, 1, 0 risque. C'est ça, vous mais savez. faut Le jouer à 7 sur 7, risque 7. on ne l'a pas. Ouais, Ok, voilà. Ok. On le fait pas. On D'accord. reste à 6 sur 7. Après, Pas mal. Après, il y a des Chacun est salariés libre. qui s'en fichent complètement. Bah ouais. Ils se posent, il y a des Ouais. on a mis un peu en place. Vous pouvez mettre de l'argent dessus, on mettra de l'argent dessus. Ah non, non, on veut pas. Oui, oui. Bon, bah faites pas. Donc des dirigeants, ils ont porte ouverte à faire le 300% dans ce cas. Alors des fois, il faut savoir l'amener. Vendre, Faut le dire, oh, j'ai ouvert un peu, si ça vous intéresse, vous venez me voir. Enfin, il faut juste faire signer le papier. Oui. Parce que le salarié ne le risque pas. Pas les obliger, Il a non. 5 ans d'être d'impôt. C'est pas du
C'est cash pas tout de oui. suite. Donc ça Oui. Mais limite bien aussi, sûr, sauf un cas de engagement de déblocage, 5 ans. Voilà. Voilà. Sauf cas de Sauf déblocage. cas de déblocage Voilà. anticipé, Mais auquel c'est cas le pas, salarié c'est pas, récupère c'est son pas épargne. du cash tout de suite maintenant. Donc ça les limite aussi dans cet aspect-là. Et c'est Après, vrai dans le qu'il y a pire des des salariés, quand on leur dit il y a un intéressement, soit vous le récupérez maintenant et vous avez 500 €, ou alors on peut le mettre sur un PEF et vous le récupérez dans 5 ans. Il y a des salariés, ils voient au jour le jour, ils disent je préfère avoir mes 500 € aujourd'hui. Donc bon. Ouais. J'allais dire, malheureusement, pour aller dans votre sens, et malheureusement, entre guillemets, non pas contre le agricole, mais c'est la réalité. On est vraiment aujourd'hui dans une situation où on a quand même un petit problème d'inflation et de pouvoir d'achat. Donc la PPV, ça ressemble un peu au pouvoir d'achat. Et le salarié qui a la chance d'avoir ou une PPV ou un intéressement de 1 250 € qui tombe au mois de novembre ou au mois de décembre, c'est très clair, dans 99%, j'ai eu un ou deux cas, mais dans 99% des cas, il le conserve parce qu'il n'a pas les moyens. Il Il a ne paye raison, pas non. d'impôt dessus, la PPV aujourd'hui, Oui, le oui, salarié oui. il aperçoit immédiatement sans fiscalité. En soi, il n'a pas forcément d'intérêt à le faire s'il n'y a pas d'abondement supplémentaire. Mais vous, dirigeants, vous n'êtes pas éligible, comme on l'a vu tout à l'heure, à la PPV. C'est pas parce que les salariés ne versent pas que vous ne pouvez pas le faire pour vous, en fait. Par contre, il faut leur dire et leur proposer. Ça doit être transparent dans l'entreprise. Faire attention, moi je dirais, le développement un petit peu de ces informations, parce que c'est ce qui va devenir un peu récurrent dans l'information future. Communication. PPV, intéressement, participation. On parlait un peu que les dirigeants, enfin on l'a dans chacun des cabinets où ils gèrent leur abondement et leur versement un peu personnel, puis c'est pas trop. Ça a été évoqué au début et c'est plus trop évoqué. Faire attention dans cette gestion-là, c'est que je pense qu'à 1, 2 ou 3 ans, on aura peut-être des salariés plus informés et plus encadrés. Et les 300% où on était content, quand tout le monde va mettre 300%, on va se dire cette année, je suis peut-être un peu trop. Donc Après, vous avez la main à moi c'est modifier plus ces 300%. dans l'information. Aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. On peut le modifier une fois par an. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a versé en janvier, c'est trop, 5 000 trop. En fait, s'il n'y a pas eu de versement de salarié, par exemple, entre le 1er et le 15 novembre, il n'y a jamais eu de versement. Le 15 novembre, vous dites, oh là, 300% c'est trop, vous baissez, vous le diminuez, vous faites ce que vous voulez. J'ai pas besoin de demander aux salariés, Non, d'accord. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. c'est vous qui êtes maître de l'épargne salariale. Mais dans la situation, vous parliez tout à l'heure, vous avez un déclenchement de versement, vous appelez l'entreprise en disant vous voulez bien rester à 300 parce qu'il y a quelqu'un qui verse 3000. Je ne peux pas avoir de déclenchement, c'est vous qui devez me demander en fait un déclenchement. J'ai aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. Non. En fait, la seule personne qui peut faire un déclenchement, c'est vous. La question n'a pas lieu alors. Non, mais au contraire. Moi j'ai une autre question. Dans le cadre où on signe un accord avec le Crédit Agricole, à partir de quel moment vous rentrez en contact avec le salarié justement pour leur fonds commun de placement d'entreprise? J'imagine c'est sur application où ils gèrent, etc. Au moment où il verse, déjà, lorsqu'il y a un élément déclencheur, un versement d'épargne, il doit choisir ce placement. Il va dire, moi je veux mettre 50% de mes 1 000 € sur un fonds sécurisé et 50% je m'amuse. C'est à ce moment-là où il a le choix du placement. Il a un identifiant, un mot de passe et surtout, vous ne le gérez pas. C'est vous qui rentrez en contact avec lui? Non mais c'est une vraie question. Il Parce le que fait, rien mais dans la définition. lui, avec son application, il a son Ouais, compte il a un internet. compte individuel. Ouais. Ouais, mais faut il y a des fois, il faudra quand même expliquer. Oui, alors, potentiellement, ils sont pas dans. Ils sont C'est chez pas des leur confrères. Ouais, ils sont pas dans le même. c'est pas géré dans leur agence bancaire classique, ils ne Ouais. sont pas forcément clients au Crédit Agricole, d'accord? Mais avec leur identifiant mot de passe, ils vont sur internet ou sur leur application, ils font leur versement. Maintenant, avant cela, avant le versement, on est à votre disposition pour faire une petite réunion salariée d'une demi-heure, leur D'accord. expliquer, voilà, votre employeur a mis ça en place, voilà en quoi ça consiste, comment vous êtes engagé et les obligations. Faire de la pédagogie. Voilà. La question finalement, c'est quelqu'un qui a un salarié qui a un PEI. Aujourd'hui, concrètement, il voit ses téléchargements, il voit ce qu'il rapporte et il dit tiens, je peux faire un versement volontaire, je suis en janvier ou février.
j'ai 200 € d'avance, je mets mes 200 €, donc il peut le faire directement par l'application ou il est obligé de passer par son Il employeur? passe par l'employeur. Parce que finalement, c'est la problématique pour C'est l'employeur, la c'est de ne pas sécurisation avoir. de l'abondement. Eh ben ouais, parce que l'employeur qui décide de Qui faire 100, découvre. 200 ou 300%, alors historiquement, les 300%, il vaut mieux pour un employeur ou un dirigeant, techniquement, il vaut mieux attendre la fin de l'année, parce que si vous faites en janvier, vous mettez 1000 € et vous faites un abondement de 300%, ben après vous êtes pouvez bloqué plus modifier. pour tous vos salariés. Donc si tous les salariés se passent le mot, ça peut faire un joli chèque. Donc là, là ça peut être une vraie problématique de gestion. Donc souvent dans les entreprises, on a tendance à dire attendez le dernier moment si vous voulez mettre de l'argent. Donc là, en ce moment, C'est exactement ça. comme ça que... Oui, parce que le légal, c'est Après- 4 mois après le placement, c'est ça? Comment Non, c'est en année 4 civile. mois après. Non, mais quand il. Une prime d'intéressement. Oui, enfin, mais sinon, c'est pas la légal. même chose. Ouais, ouais. Il faut l'abonder au Ouais. maximum 5 mois après le placement. Non. Là, en fait, lorsque l'accord d'intéressement est mis en place dans l'entreprise, vous avez 5 mois pour verser la prime après la clôture du bilan. 5 mois maximum. Après la clôture du D'accord. bilan, d'accord. Après, si votre salarié a décidé de verser, c'est jour J, c'est versé. Par contre, au moment du versement, il y a abondement ou pas. Mais si vous avez dit au moment Mais du il est versement, il automatique. n'y a pas d'abondement, Il est dans, Vous pouvez plus le dans le remettre. temps, il se fait tout On de peut suite pas après. verser Quoi. pour d'après quoi. non. Voilà, Ok. il met 100 €, faut qu'on mette tout de suite. cette Exactement, somme. c'est ça. Voilà, c'est ça. On capte le temps. Mais vous pouvez très bien dire, je mets de l'abondement sur un versement volontaire et j'en mets pas sur de l'accord d'intéressement, par exemple. Faites ce que vous voulez. Oui, mais on peut dire que le versement volontaire, il est qu'au mois de décembre. Alors, oui, en communication avec vos salariés, vous pouvez leur dire, je mets ça en place, mais par contre, on se met d'accord, on fait nos versements tous en même temps, au mois de Tous en même temps, à novembre. la même période. Il faut que ce soit fluide Voilà. avec les salariés. Comment on ferait que ça au niveau des bulletins Oui, de salaire? oui, oui. Et ça serait Une dangereux zone de pour tir vous, une en fois fait. l'année. Oui, parce que c'est notifié sur les bulletins de salaire en plus. Non. Un versement volontaire, non. Non. Par contre, sur l'intéressement, oui, parce que L'intéressement, pour les histoires d'impôts, Mais c'est pas fiscalisé. Oui, oui, oui. mais ça rentre dans le revenu fiscal de référence. Oui. C'est pour ça qu'il faut l'intégrer au bulletin de salaire. D'accord. Ouais, c'est la simplification du bulletin de salaire. On a entendu parler il y a une dizaine d'années, il est encore plus compliqué à lire. Ça, c'est comme la loi, sur la loi Pacte, ils ont voulu simplifier Ah ouais, en fait ouais. les dispositifs. Ah, mais il y a des. Juste à titre d'information, mais on ne va pas tous les passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, durée d'engagement du plan d'épargne interentreprise 5 ans. Au bout des 5 ans, on récupère son épargne sans impôt sur le revenu, juste avec la CSG sur la plus-value que ça a engagée. Avant les 5 ans, il y a des cas de retrait par anticipation où vous pouvez récupérer votre épargne sans fiscalité. Il y a 13-14 cas, donc avec les fameux 3 cas 2025 qui sont économie d'énergie, véhicules électriques et proches aidants. Pour le PERCOL, là, on est vraiment sur des plans retraite qui sont plus contraignants en engagement. Le seul cas qui est plutôt chouette, c'est l'achat de la résidence principale et le reste, c'est de la plutôt accident de vie. D'accord ? Donc, ça peut rebuter un peu des salariés sur une équipe relativement jeune. Et pourtant, les mesures seraient plutôt d'encourager à l'épargne retraite individuelle. Mais voilà, les cas de retrait par anticipation, évidemment, vous êtes aussi concerné par ça, vous êtes bénéficiaire de l'épargne salariale. Voilà, j'espère qu'on ne vous a pas endormi ou en tout cas complexifié le sujet de l'épargne salariale. Juste les 3 nouveaux cas, c'est 2025? Oui, D'accord, je pensais. visiblement 2025. D'accord. Alors, comme je disais, le texte au JO n'est pas sorti, mais on nous annonce 2025. D'accord. Alors, Donc, est-ce que pas nous, véhicule l'intérêt- électrique, je n'ai pas le détail. Est-ce qu'il ne faut pas attendre 2025 pour lancer l'accord ou... Il faut anticiper 2020, enfin, mettre en place en 2025 pour anticiper tous ces changements, c'est plutôt une bonne idée parce que comme on l'a vu, l'accord d'intéressement, ça se réfléchit quand même. Ça se fait pas en 2 ou 3 jours. Les critères en fait de déclenchement sont aussi nécessitent un peu de réflexion de votre part. Donc l'accord d'intéressement, si vous clôturez au 31 décembre, de toute façon, vous ne pouvez plus le mettre en place parce qu'il doit être décidé Fait dans les 6 et mis en premiers place mois. dans les 6 premiers mois. Donc ouvrir des dispositifs d'épargne salariale en 2024, avoir un accord d'intéressement déposé en 2024 pour qu'il soit versé en 2025, vous êtes dans les clous sur le planning. En fait. Il faut dire qu'il y a à peu près 1 an d'anticipation par rapport à tout ça. Donc 2024, il y a des choses à faire. Ce qui va être obligatoire, c'est le PEI ou c'est l'intéressement?
Alors, ni l'un ni l'autre. En fait, il va être obligatoire. Hop. Hein, donc, si vous avez plus de 11 salariés, c'est la mise en place d'au moins un dispositif en 2025, soit la PPV, soit l'intéressement, soit de l'abondement. Sachant que le Finalement, PUI, en fait, c'est pas vraiment une. Non, prime, mais c'est c'est la mise en l'argent. place après. C'est la cerise sur En fait, le gâteau. Je dirais qu'en 2025, ce qui est obligatoire, c'est d'ouvrir l'épargne salariale et vous choisirez le mode d'alimentation, soit la PPV, soit l'intéressement ou l'abondement. Ok. Donc, anticipez en 2024 pour avoir votre dispositif prêt en 2025. Enfin, le PPV, il n'y a pas grand-chose à préparer. C'est ça. Non, c'est une c'est DUE, ça. ça prend 5 minutes. Et dans l'esprit, à la limite, pour l'instant, forcément, il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de texte plus précis et on n'a pas de disposition particulière. Mais dans l'esprit, on voit bien que ça va être obligatoire. Vous mettez en place une prime PPV, vous avez une société juste en croissance avec un résultat minimum, enfin, ou un résultat juste suffisant de 25 ou 30 000 euros. Vous avez 3 salariés. On est parti pour avoir un peu de pression, donc mettre en place un système d'intéressement ou de participation à la valeur. C'est relativement simple. Vous faites une PPV et fonction de votre décision et des moyens que vous estimez, vous faites une PPV pour vos 3 salariés à 300 €. Tac, PU ou pas PU derrière, c'est pas un sujet, mais vous les informez et vous avez fait le minimum syndical. Après, voilà, ça peut être ça, ou 100 € ou 300 € ou 500 €, c'est pas le sujet, mais le minimum syndical, ça sera ça. Ok. Voilà. L'obligation pour les entreprises à partir de 11 salariés, est-ce que les entreprises de moins de 11 salariés bénéficient des mêmes règles d'exonération fiscale et sociale? Oui, sans l'obligation, Sans sur un l'obligation, système mais- facultatif, mais ce sont exactement les mêmes avantages fiscaux ou sociaux. Et vous mettiez c'était possible à partir de 1 salarié. Oui. Le dirigeant, c'est des Non. salariés ou salariés? C'est le Une dirigeant, SASU, c'est c'est pas possible, il faut un vrai salarié. Alors c'est pareil, moi je dis non, vous allez me dire, par exemple, une SAS avec 2 associés, pour moi il n'y a pas de vrai salarié. Ce sont en fait Si un alternant des dirigeants avec un mandat, C'est un salarié. obligatoirement un salarié. Un salarié. Avec un c'est- lien hiérarchique. Ouais. Alors s'il est minoritaire avec un réel lien hiérarchique, oui. Il y a un président directeur général. Pour moi il n'y a pas de salarié. Si on a un salarié véritablement. Avec un salarié en plus, un technicien, un ouvrier, un commercial, ça passerait. Alors par contre, 2 associés, qui a 75% des parts, qui est le président, et puis le commercial qui a 25%, oui, il y a un lien de subordination. Avec un contrat de travail. Avec un contrat de travail. Mais les deux associés d'une SAS, attention. Alors, ce qui est surprenant, mais j'espère ne pas dire de C'est pour ça bêtises que quand le lien même, de subordination, pour moi, est vous vraiment faites une important. PPV, vous allez au maximum à 3 000 €. S'il n'y a pas de contrat d'intéressement, vous allez au maximum 3 000 €. Et puis, vous n'avez que 2 salariés. Et puis là, vous faites vraiment une année exceptionnelle et autre. A priori, mais ça doit être juste. Vous pouvez décider de verser sur le PPV 4 ou 5. Les 3 000 seront exonérés et vous avez que la fraction supérieure qui sera en charge sociale. Oui, on va passer l'étape quelqu'un. C'est un peu surprenant, mais Il n'y a pas d'intérêt. non, honnêtement, c'est jamais pratiqué. Déjà 3 000 €, c'est assez significatif. Moi j'ai une autre question. Donc nous on est sujet quand même à embaucher beaucoup de saisonniers. Donc du coup notre cap salarié, alors là, du coup moi je suis concerné quoi, entre 9 et 11, il ne nous manquera pas grand chose. Donc c'est sur les 3 ans. Et à partir du moment où on va arriver en 2025, si potentiellement je peux anticiper là-dessus, à quel moment ils vont dire, ben voilà, vous êtes à 11 salariés et combien de temps on a pour mettre l'accord? Mais en fait, ça sera l'année d'avance. Si Ouais. Au 1er janvier Ah oui, d'accord, ça 2025, sera- on d'accord, estime ça que vous sera aviez sur, 18 ETP ou... Ouais. En fait, vous ne le voyez pas, vous avez un calcul automatique avec entre guillemets, vos bulletins de salaire Les et DSN. donc vos DSN, donc ex-DAS qui sont déposés tous les mois, de bon copier. Mois de janvier.
janvier 8,75 ou 8,72, mois de février 9,22 et à la fin alors, Oui, parce que ça arrive. Ouais, Et c'est sur N-1 quoi. Oui, parce que vous avez une Ouais, forte plutôt, ça, saisonnalité c'est- de la ouais, salariale, c'est ça. Comment? Vous avez une forte saisonnalité et votre Ouais. masse salariale explose l'été, c'est Ouais. ça. Et vous allez être dedans. Enfin, faut voir le lissage à l'année. Oui, c'est ça, mais si vous passez à plus de 30, Ah, ouais, si. c'est plafonné à 20% de sa rémunération annuelle. Pardon? Oui. C'est plafonné à 20% de la D'accord. rémunération annuelle. Donc si elle n'a pas de rémunération, elle est pas éligible. Ok, d'accord. Ok. Bah, si, moi, juste une remarque, je pense que c'est sur la communication que vous allez faire auprès des salariés et des éléments. Parce qu'on parlait de la prime PPV. Nous, on a quelques remarques de dirigeants depuis la période un peu Covid Macron, où la prime PPV est devenue une prime. Et une prime acquise. Donc après, c'est une réflexion dans l'ensemble, hein, mais il y a deux choses. Je pense que déjà c'est devenu une prime acquise. On a aussi la communication extérieure gouvernementale, comme quand il disait que c'est passé de 1000 à 2000, tout le monde pensait qu'il fallait absolument qu'elle soit à 2000 €. Hein, donc ça, mais moi j'alerte sur, faut communiquer un peu sur les éléments. Hein. Et puis après, le choix entre l'intéressement, la participation ou la prime peut aussi avoir des communications différentes. C'est vrai que prime reste assez ancré dans le fait que si c'est récurrent, c'est 1000 € tous les ans. L'année où vous dites c'est 500 parce qu'on a des difficultés, c'est pas toujours. Ça peut être vécu différemment de la manière dont vous vous informez chaque année, parce que souvent quand tout va bien, vous laissez les 1000, mais vous dites pas que ça va bien, vous dites juste que c'est 1000 €, et quand ça va pas bien, par contre, vous dites que ça va pas bien et qu'on est obligé de baisser. Que l'intéressement ou la participation ont des calculs, alors la participation est figée en calcul, mais l'intéressement a des calculs un peu plus propres, enfin plus personnels plutôt, hein, et qui fait que vous avez un minimum peut-être de communication chaque année, et ce qui fait que la prime n'est pas toujours la même chaque année, alors sauf si vous arrivez au plafond. Mais je pense que c'est des éléments qui feront qu'un peu dans les années à venir, il faudra donner un peu d'informations pour pouvoir expliquer les hausses et les baisses, ou prévenir un peu les baisses, parce que c'est jamais bien vécu dans ce Mais sens-là. pour rebondir, un des freins de l'intéressement, je l'ai quand même précisé, c'est en théorie dans les contrats d'intéressement le suivi de l'accord et autres, et la communication, entre guillemets, des bases de calcul. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut que le chef d'entreprise, ce qui est un bilan, une plaquette de bilan, il faut qu'il puisse montrer en diaporama ce qu'on appelle les SIG, hein, ça veut dire de gestion, chiffre d'affaires, marge et autres. Et les salariés, ça fait une masse d'informations, ils verront que le résultat en bas, hein. Ils verront que la ligne qui a augmenté, le résultat a augmenté, et puis nous on a moins, parce qu'il y a des calculs. Donc l'intéressement, c'est un vrai frein. Et la PPV, alors sauf contrairement à la prime exceptionnelle dont on parle tout à l'heure, sur 2 ans où le contrat de monsieur, on est un peu coincé, en théorie, je vais bien dire en théorie, là on a quand même un peu de pratique, vous donnez la PPV 2 années de suite, en novembre ou en décembre. Cette année, vous estimez, parce que c'est une décision unilatérale des entreprises, que vous êtes moins performant, vous ne la donnez pas. À ce jour, je dis bien à ce jour, il n'y a pas de contentieux possible. Le salarié ne peut pas le réclamer. Après, il y a un petit problème psychologique de l'ego de fin de mois. Après, vous avez la suivi du turnover, vous avez le sujet qui a dû être marqué en bas à droite, mais dont on n'a pas parlé, qui s'appelle la marque employeur. Voilà. Voilà. Puis vous avez vraiment le sujet du salarié ou de la plupart des entreprises qui sont là, encore transport, bref, ils peuvent avoir des problèmes, mais les entreprises de bâtiment ou autres qui ont un seul sujet. Demain matin, j'ai 10 salariés, demain matin, est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que je vais assez avoir de bras pour produire ce que j'ai vendu ou mes chantiers? La prime d'intéressement, justement, C'est complètement. c'est un levier aussi aux employés de se lever le matin pour dire on va Exactement bosser ça, parce pour que, ça. comme on vous l'a expliqué, l'intéressement, vous allez définir des objectifs à atteindre, mais après vous définissez aussi le critère de distribution de la prime. La prime, elle n'est pas forcément divisée par le nombre de personnes que vous avez dans l'entreprise. Vous pouvez la faire proportionnellement à la rémunération, mais proportionnellement au temps de présence. Je suis désolée, mais ça va engager votre salarié à se lever le matin. Ça les motive aussi. Donc c'est vraiment une règle du jeu que vous mettez en place
Et c'est gagnant-gagnant. Ça doit les motiver, les fidéliser. Moi qui ai tempé pendant 20 ans, qui n'ai jamais rien vu, et puis leur dire maintenant, vous avez la possibilité d'avoir quelque chose en plus à la fin de l'année. Et c'est ça donner du sens aussi à leur Quand même, travail. la déduction sur le chiffre d'affaires, si on peut le calculer. Il faut pouvoir. Mais pour le pourcentage. Pour le pourcentage. Oui, non, Mais sur le résultat. Le but ultime, c'est ça, c'est d'aller les chercher un peu. Et vous avez, alors moi je suis pas trop favorable si vous avez compris, mais j'ai un contrat assez ancien, même très ancien, ça fait au moins 20 ans qu'il fonctionne, où le chef d'entreprise, sous sa responsabilité, donne un acompte au mois de juin. Grosso modo, ça représente 1500 ou 1600 euros. Bah, il donne un acompte au mois de juin de 600 euros. J'ai eu 2 contrôleurs SAF sur le sujet, RAS, aucun sujet. Pas trop partisan des acomptes trimestriels ou des autres, mais ça pète un aimant. Ou alors on le fait autrement, on le fait sur D'accord, il est supervisé par la direction. Oui, toujours. Dans le délai, dans la forme et dans la méthode de calcul. Alors avant on envoyait du papier, maintenant on envoie tout en ligne. Il y a un délai théorique de retour de 45 jours. Ça m'est arrivé, je crois, l'an dernier, où il y avait un mot qui leur plaisait pas. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a regardé. Autrement, donc on a changé de mot. Mais ça, c'est une fois que c'est enregistré, c'est en ligne, il n'y a plus de sujet. L'URSSAF, par recoupement de fichiers à l'information, aucun problème. Et honnêtement, dans le cas des contrôles l'URSSAF, il n'y a pas de sujet. Enfin, il y a quasiment, il n'y a pas de risque. 99. Et ça, quels que soient les critères, parce qu'il y a des quantitatifs qui vont être liés aux autres d'un terme de gestion, mais tout ce qui est critères qualitatifs, le côté vérifiable, vérifiable. Il faut que ce soit vérifiable. Quelqu'un qui met par exemple sur si la satisfaction de ma clientèle est bonne, ça veut rien dire. Il faut qu'il y ait une suite de satisfaction de clientèle. Ah non, mais ça passe pas. Sur un accord d'intéressement, il faut que ce soit mesurable. Égal et abondant. S'il y a une étude de satisfaction, oui, c'est bon. Tout à fait. Pour conclure, je me suis livré à un petit exercice où j'ai une associée qui est un peu passionnée du sujet et a fait un mémo sur tous les avantages quasiment possibles aujourd'hui disponibles pour verser des fonds à un salarié sans charge sociale, tout légalement et autres. Donc il y a quand même 8 ou 9 dispositifs, il faut quand même le savoir, et des fois on l'oublie, et des fois c'est la base. Ticket restaurant, matérialisé ou dématérialisé, le maximum par an, vous pouvez avoir, un salarié peut avoir un avantage de 1260 euros. Chaque cadeau ou non cadeau, on est dans la phase. Vous pouvez tous les ans donner à votre salarié en équivalent chèque cadeau ou bourriche ou ce que vous voulez. 183 euros, c'est plafonné. Il faut éviter de passer autre. Vous avez aussi ce qu'on appelle les chèques événements ou autres. Alors, sauf anniversaire. L'URSSAF n'aime pas les anniversaires. Moi, j'ai essayé. 500 euros en cas d'anniversaire, ils n'aiment pas. Enfin, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Chèque vacances, 512 euros. Et par mail hier, parce que mon associé a été interrogé, donc elle a répondu à un chef d'entreprise, et même moi je ne le savais pas, chèque cadeau, une entreprise individuelle, un exploitant individuel peut bénéficier de chèque cadeau. Je ne savais pas. 512 euros. CESU, aide taille femme de ménage et autres, 2300 euros par an. On a un PPV, donc imaginons qu'on a un PPV à 3000. Bon, il y a un truc très marrant qui n'est pas chiffré qui s'appelle le chèque culture. Honnêtement, tout le monde s'en fout. Ça existe aussi. Voilà. Il y a une petite ligne sur les frais de transport donc, dans la région parisienne, prise en charge de la moitié des tickets et autres. Bon, ça peut représenter 700 euros. On peut faire, mais là, il faut faire un petit patation éventuellement indemnisé par des ICA. Et puis il y a un dernier truc qui ne se pratique pas trop, mais de toute façon maintenant c'est plus écrit, c'est ce qu'on appelle le don de matériel, matériel informatique et autres. Des matériels qui sont en fin de vie dans les entreprises, on les donne parce qu'ils valent 0, on les met à disposition des salariés, ça peut être de leur idée. Vous faites tout ça minimum avec une PPV à 3000 euros maxi, on est à 8000 euros. Si vous avez le temps de faire un contrat d'intéressement. Ce contrat d'intéressement, grosso modo, on arrive à un plafond de 3000. Et que par ce biais-là, la PPV est doublée, qui passe de 3000 à 6000, vous voulez faire 2 fois 3 000 euros de plus. 6 000 plus 8 006, ça fait 14 000 euros. Avec abondement. Alors, je me Par contre, il faut de la trésor. Je me suis arrêté là, mais la dame qui est partie avait le bon raisonnement.
pour favoriser un ou deux salariés ou éventuellement une salariée, vous gérez par une structure holding la direction avec monsieur le dirigeant. Son épouse a un statut salarié, j'ai un cas que je connais assez bien, et donc la personne elle a un vrai contrat de travail, RH et autres, elle a une rémunération d'environ 2500 €, donc 30 000. 14 000 par rapport à 30 000, majoration de 50% sans charge fiscale. Et le sujet, il est inattaquable. Donc, ça vaut le coup de lister tout ce qui est possible. Donc, voilà. Eh bien, merci de votre attention, de votre participation. Merci à tous les deux.